Ben voilà, je viens de voir sur le, le système de vote que, a priori, je vais avoir du travail à essayer de vous convaincre sur comment est-ce qu'on arrive potentiellement à un monde, ou en tout cas à un système électrique 100% renouvelable en 2050. Quels sont les facteurs clés pour pouvoir atteindre l'objectif de la décarbonation complète du système électrique, et aussi comment est-ce qu'on arrive à atteindre cet objectif de manière assez douce, ou bien quels sont les facteurs clés pour pouvoir amener cette transition de manière non brutale, en ayant un impact oui, le plus limité possible au niveau économique. Donc voilà. À propos de ce travail, en fait, la manière dont on s'est posé la question, c'est que clairement, on connaît l'objectif de l'Union européenne et des décideurs politiques de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 80 à 95% à l'horizon 2050. Et c'est assez clair que pour pouvoir atteindre cet objectif, le système électrique va devoir atteindre quasiment la décarbonation totale, vu qu'il y aura toujours d'autres types d'émissions, comme les émissions des processus industriels, de l'agriculture, et ainsi de suite. Donc voilà, les systèmes énergétiques vont devoir atteindre une décarbonation quasi totale. Et alors évidemment, il y a beaucoup d'études qui sortent sur le sujet, pas mal aussi d'agences publiques qui publient leur vision sur savoir comment est-ce que cet objectif de 100% d'une décarbonation complète est atteignable à 2050. Et évidemment, il y a plusieurs vues, et chaque fois, en fait, on a plusieurs propositions sur quelle est la meilleure manière d'atteindre cet objectif. Est-ce que c'est via des réseaux améliorés et de grandes interconnexions entre les différents pays, ou alors en améliorant de manière très forte l'efficacité énergétique et réduire la consommation des énergies au maximum, en s'appuyant sur des technologies de stockage qui permettent de stocker les intermittentes, les renouvelables intermittents. Est-ce que c'est via le nucléaire? Quelle est la place du carbon capture and storage? Et ainsi de suite. Ok. Je dirais, avant de commencer tout à fait ce talk sur le système électrique, je pense que c'est peut-être bien d'abord de parler du système énergétique dans son ensemble, surtout qu'on est dans une conférence à propos du gaz. Et donc voilà, je pense qu'on peut reconnaître que juste décarboniser le système électrique, c'est une des mesures nécessaires de telle manière à atteindre les objectifs de 80 à 95%. Alors j'aime généralement bien représenter le système énergétique dans ses différents besoins. Donc en fait, on a tous ici en bleu tout ce qui est relié en fait aux émissions pour l'instant du système du secteur industriel. Ici, on a toutes les émissions liées au secteur des transports. Ensuite, ici, on va avoir les émissions directes en utilisant de l'énergie de l'agriculture. Ici, pour les différents appliances. Et puis après là, en fait, tout le secteur du chauffage. Et alors là-dedans, en fait, ce que j'ai représenté ici en assuré, c'est la place de l'électricité. Et donc clairement, en fait, là où l'électricité a de la place, c'est dans les appareils, un petit peu dans la chaleur, un petit peu dans l'électricité, et dans les processus industriels, notamment pour tout ce qui est moteur électrique. Donc voilà, donc on voit bien que l'électricité est une part importante de toutes ces émissions, mais par contre, ce n'est pas la totalité. Et donc pour pouvoir réduire et complètement décarboniser un système électrique, il va falloir faire d'autres choses, dont je ne vais pas parler ici, parce que je vais après principalement me focaliser sur les systèmes électriques, mais je pense qu'il est bien de reconnaître qu'on aura besoin notamment de plus d'efficacité énergétique, d'électrifier certains usages, potentiellement avec la voiture électrique pour ce qui est le transport, ainsi de suite. Aussi, s'appuyer sur une production qui est basée sur la biomasse et donc du biogaz, qui est une ressource de biomasse importante, la production de fuel synthétique, d'hydrogène, et ainsi de suite. Et donc on a vraiment une panoplie de mesures de telle manière à atteindre la décarbonation totale.
Ok. Mais donc ici, je me focalise principalement sur le système électrique. Et les questions qu'on s'est un peu posées au sein d'Engie, c'était est-ce que un système complètement renouvelable à l'échelle européenne était réalisable et quels étaient les facteurs clés en fait pour pouvoir atteindre ce système euh, complètement décarboné. Aussi, de manière économique, est-ce que c'était quelque chose qui était envisageable ou alors est-ce que les coûts allaient exploser au niveau de la fourniture d'électricité? Et aussi, évidemment, clairement, comment est-ce qu'on arrive à pallier à l'intermittence des renouvelables, surtout lorsqu'on atteint des grands niveaux de décarbonation. Ok. Peut-être un peu sur le contexte de cette étude. C'est une étude qu'on a fait pour le département de la stratégie au sein d'Engie. Donc voilà, moi je fais partie d'un centre de recherche en fait qui traite en fait toutes les questions sur l'économie des systèmes énergétiques. Et donc c'est en fait une manière de pouvoir voir en fait. Voilà, on s'est posé ces questions et on a lancé une étude interne pour pouvoir y répondre sur voilà, quelle est la manière dont on pourrait envisager un monde 100% renouvelable, quels étaient les facteurs clés. Ce n'est pas par contre le scénario officiel classique que l'on publie et qui nous sert notamment à faire nos évaluations financières. Donc c'est plutôt une étude un peu séparée aussi qui n'a pas le niveau de détail d'autres scénarios qui sont publiés de manière officielle par Engie. D'accord, je vais maintenant rentrer dans le cœur du sujet et voir en fait comment est-ce qu'en 2050 on arrive à obtenir un monde électrique, un système électrique complètement décarboné. D'accord. Je pense que c'est peut-être bien de délimiter en fait les contours de l'étude pour bien montrer ce qui est dedans et ce qui n'est pas dedans. Donc d'abord au niveau de la maille géographique, on s'est principalement focalisé sur l'Europe de l'Ouest et en prenant en compte les pays nordiques, la Scandinavie. Et alors aussi, on a modélisé en fait chaque pays comme étant une zone, donc pour refléter en fait ce qui est le cas dans les marchés actuels. Donc on n'a pas regardé en fait l'impact sur les réseaux de transmission ni de distribution de manière fine. On a vraiment regardé que les échanges entre les différents pays via les grandes interconnexions. Aussi, une deuxième partie importante pour l'étude, c'est au niveau de la demande électrique. En fait. Donc, ici, je suis dans un scénario dans lequel la demande électrique croît de manière assez modérée, mais il n'y a pas une vue disruptive sur l'électrification des usages. Donc, en fait, on a une pente d'augmentation de l'énergie, de l'électricité qui croît de plus ou moins 1% par an. La seule électrification qu'on a inclus dans l'étude ici, c'était sur les voitures électriques pour le transport des passagers. Et on considère en fait que plus ou moins 40% de la flotte est passée à l'électricité. Et donc là, en fait, on a une augmentation de la demande ici que vous voyez en jaune par rapport à une demande qui croît de manière plus ou moins stable à 1% par an au niveau électrique. Aussi, ce qui n'est pas dans l'étude, c'est la production de fuel synthétique pour répondre à d'autres besoins énergétiques, que ce soit de l'hydrogène pour la mobilité, du gaz synthétique pour l'industrie, et ainsi de suite. Ceci n'est pas dans le cadre de l'étude. Donc, je dirais on est vraiment dans un périmètre du système électrique un peu traditionnel, tel qu'on le connaît maintenant. Par contre, ce qu'on va regarder, c'est de quelle manière on va pouvoir décarboner ce système électrique. D'accord. On s'est mis en fait dans une optique aussi dans laquelle on était optimiste par rapport au développement des renouvelables. Et donc les renouvelables continuent les rendements d'échelle que l'on observe pour l'instant. Et d'ici 2050, par exemple, le panneau photovoltaïque a baissé son capex a diminué encore de 65%. Ce qui mène en fait à un coût moyen d'électricité produit, notamment en Espagne, aux alentours de 20 € du mégawattheure en moyenne pour pouvoir produire juste avec un panneau photovoltaïque en Espagne. La même chose s'applique pour les technologies éoliennes en mer ou éoliennes en terre, avec une décroissance ici plus modérée, de telle manière en fait à se caler sur l'historique ou en tout cas des pentes que l'on observe pour l'instant dans la réduction des coûts de technologie de ces deux technologies éoliennes.
On n'a pas considéré dans l'étude, en fait, on s'est dit, ben, on connaît l'opposition publique par rapport au CCS, donc par rapport à la capture du CO2 et à son stockage. Aussi, on a vu les projets pilotes lancés qui n'ont pas abouti, et donc on n'a pas considéré ça comme une option de long terme ici dans notre modélisation et dans notre scénario. Ok. Ce qu'on va avoir après aussi au niveau hydrologique, ben on, a aussi, on sait que la plupart des potentiels hydrologiques sont déjà capturés en Europe et donc on n'a plus de développement au niveau du système hydrologique. Ce qui est important après, c'est que ben, clairement, il y a les renouvelables qui vont faire partie de ce mix énergétique nécessaire à pouvoir répondre à la demande d'électricité, mais ce ne va pas être le seul vecteur. Alors on va avoir des assets thermiques qui vont brûler des fuels verts. Donc que ce soit de la biomasse qu'on utilise dans une centrale à vapeur ou alors du biogaz ou du gaz vert qui va être utilisé dans des turbines gaz vapeur. On va aussi avoir la production, si on n'a pas assez de ressources de biomasse, la possibilité en fait de faire du power to gas, donc de produire des fuels synthétiques qui pourront après être utilisés et rebrûlés dans des assets thermiques. Et finalement, la troisième grande catégorie d'actifs que l'on considère dans l'étude, c'est clairement le stockage avec des batteries stationnaires supplémentaires. Et là aussi, on considère, donc, en regardant les trends actuels, que la batterie son capex va diminuer de manière assez forte. Et aussi, on aura une augmentation de ses performances technologiques de telle manière à ce que ça devienne vraiment une source viable pour faire du stockage de court terme d'électricité. Alors on a évidemment toute la mobilité électrique qui est là-bas, avec toutes les voitures électriques et leur potentiel de stockage. Et on va pouvoir en fait utiliser ce stockage aussi pour répondre aux problématiques du système électrique, généralement ce qu'on appelle vehicle to grid dans le jargon, donc c'est-à-dire les voitures électriques qui permettent de pallier à une certaine partie de l'intermittence. Par contre, sur toutes les voitures électriques qui sont considérées, on considère en fait qu'il n'y en a que 10% qui sont sur une borne de chargement et qui sont capables en fait d'offrir ce service-là. Les autres, soit elles roulent, soit alors elles ne sont pas connectées, soit elles sont dans un point de recharge en fait, dans lequel il n'est pas possible de pouvoir faire ce véhicule to grid. Donc, je dirais le stockage, c'est un peu un monde en soi et on s'est vraiment concentré que sur ces deux options. Il y a évidemment plein d'autres technologies qui sont disponibles, mais qui ne sont pas ici considérées dans l'étude. Voilà. Alors, la première chose qu'on voit, donc on a fait ce test en 2050 en partant d'un système, je dirais, une page blanche, une page vierge, et voir en fait quel est le système électrique idéal pour pouvoir répondre de manière totalement décarbonée, pour pouvoir répondre à la demande électrique telle que je voulais expliquer. Et voilà, ici on voit en fait sur la carte le mix énergétique dans les différents pays, parfois agrégés, et dans quelle mesure, quelle est la part des différentes énergies pour pouvoir répondre à la demande électrique. Alors évidemment, sans surprise, on voit les pays du Sud qui font appel de manière plus importante aux panneaux photovoltaïques, et en fait les pays plus dans le centre de l'Europe dans lequel il y a une part plus prépondérante en fait, de l'éolien. Alors aussi, ce qui est important à voir, c'est on a ces deux technologies intermittentes, mais aussi on a de l'hydroélectricité et donc aussi une part importante de renouvelables thermiques qui fait partie de ce mix. Clairement, sur les plaques qui sont exportatrices d'énergie, on a les pays qui sont bien dotés en termes de potentiel photovoltaïque et potentiel solaire, qui exportent vers les pays. Et la même chose pour la Scandinavie, avec ces grandes ressources hydroélectriques qui permettent aussi un échange vers les pays plus centraux dans la plaque.
Donc voilà, ce qui est peut-être important, plus qu'une vision en fait macro à l'échelle annuelle, c'est vraiment de se dire de quelle manière en fait vraiment heure par heure le système arrive à trouver un équilibre entre offre et demande. Et clairement, les patterns de production entre l'été et l'hiver vont être très différents. Ce qui est peut-être le plus facile à expliquer, c'est ici en fait qu'est-ce qui va se passer de manière traditionnelle dans une semaine d'été ou de fin de printemps, comme ici donc sur les 3 jours que j'ai considérés en mai, donc du 9 au 13 mai. Clairement, on voit les pics de production solaire qui induisent une plus grande production que la demande traditionnelle en fait qui se trouve ici plus ou moins à hauteur de mon pointeur. Et de quelle manière en fait la flexibilité va être apportée en fait ici c'est principalement les batteries, donc vous voyez en fait ici la production en rose qui se charge durant le jour, durant en fait les productions solaires, et qui va se décharger pendant la nuit de telle manière à répondre à la demande électrique. Et donc, ce qu'on a durant la journée, c'est en fait une augmentation de la demande. En fait, on a 3 types d'augmentation pour charger les batteries, comme je viens de l'expliquer, de manière à aussi exporter vers les pays voisins. Donc ça, c'est une deuxième ligne que vous voyez ici. Et ensuite, finalement, la production de power to gas, donc de CH4 synthétique, qu'on va utiliser en fait après pour d'autres périodes de l'année. Alors, quand bien même on est capable d'augmenter cette demande électrique, il y a toujours un moment donné dans lequel en fait, on est obligé de surdimensionner le système, et on aura une partie ici de l'énergie et de la production photovoltaïque qu'on ne va pas utiliser, et donc qui va devoir être curtailée. Donc ça, c'est un peu la vision classique de comment se passe une semaine au printemps et en été, avec une vision évidemment complètement différente, plus en hiver. Et donc ici, je me suis focalisé sur une semaine aux alentours de début février. Ce qu'on voit d'abord ici, principalement, c'est la production des actifs éoliens. Et alors, en fait, les actifs éoliens, clairement, il y a aussi de l'intermittence, et il y a des périodes de temps dans lesquelles, en fait, la production éolienne est très faible par rapport à la capacité installée. Et on se trouve en hiver, et la production des panneaux photovoltaïques est limitée à ce moment-là. Et donc, c'est là où, en fait, on va avoir un stress sur le système, et la possibilité en fait, ou bien l'obligation de pallier en fait à ce déficit de production renouvelable avec du renouvelable thermique. Et donc on va voir en fait ici en bleu des productions des turbines gaz-vapeur qui vont utiliser soit du gaz vert, soit du gaz synthétique qu'on a produit durant l'été, et qui permet en fait d'assurer la sécurité d'approvisionnement durant cette semaine en hiver. Voilà, c'est quelque chose qui est assez bien connu, et généralement que les Allemands parlent souvent des périodes de Dunkelflaut, donc qui sont vraiment ces périodes de calme plat au niveau éolien dans lequel il fait froid, et voilà, on a besoin d'autres types d'actifs de telle manière à pouvoir répondre à la demande électrique. Ok. Donc ici, je vais me refocaliser en fait un peu sur les besoins de flexibilité qui sont importants, et premièrement d'abord sur les besoins de flexibilité au niveau court terme. Donc quand je parle court terme, c'est comment pallier à l'intermittence à l'horizon journalière, ou bien au niveau de 3 jours. Et là, clairement, ce qu'on voit, c'est que ces variations de court terme, en fait, sont principalement, on y répond principalement grâce aux batteries électriques. Et il y a un besoin important de batteries électriques dans le système. Donc ici, je regarde de manière optimale quelle est la quantité de batteries qui est installée dans chacun des pays par rapport à la pointe de demande dans chacun des pays. Et de manière assez classique, en fait, on va avoir que cette capacité de batterie va être du même ordre de grandeur que la pointe, surtout dans les pays du sud de l'Europe, des pays principalement dans lesquels il y a la production photovoltaïque, et donc les batteries permettent à répondre aux patterns de production jour-nuit, et pouvoir justement pallier à la faible production ou l'absence de production photovoltaïque durant la nuit.
Donc voilà. Alors, dans les autres pays de l'Europe, il y a aussi en fait un besoin de batterie qui est tout aussi, qui est aussi important, dans une moindre mesure que les pays du Sud, mais on voit quand même que les capacités nécessaires sont importantes pour pouvoir pallier à ces cycles de production et à ces stress de production au niveau infrajournalier. Ensuite, il y a une deuxième nécessité en termes de flexibilité, qui est plus la flexibilité de long terme et le besoin en fait de sécurité d'approvisionnement. Et donc là, en fait, c'est quelle est la capacité nécessaire justement pour pouvoir pallier aux périodes dont j'ai montré un exemple ici durant la semaine de février, et donc quelles sont les capacités installées en renouvelables thermiques. Et là aussi, en fait, ce qu'on va voir, c'est que ces renouvelables thermiques sont principalement nécessaires dans les périodes du centre de l'Europe, là où il y a une production qui est principalement axée sur l'éolien durant l'hiver. Alors c'est un souci pour les pays du Sud, parce que la production photovoltaïque est toujours importante en fait dans le sud de l'Europe pendant l'hiver, ce qui est évidemment pas le cas sous nos latitudes. Et donc là, en fait, ce qu'on va avoir, c'est un investissement thermique qui est quand même assez conséquent pour pouvoir pallier c'est de l'intermittence, je dirais plus long terme des renouvelables. Donc voilà, donc s'il y a un peu moyen de se schématiser en fait sur ces besoins de flexibilité au niveau de la plaque ici européenne, ben clairement on se trouve ici avec les pays en pourtour de Méditerranée, dans lequel là en fait on a plus des besoins de stockage court terme, parce que la problématique est plutôt de pallier à l'intermittence liée au photovoltaïque. Au milieu de l'Europe, là, on est vraiment plus dans la production éolienne, et donc là, on a besoin autant de flexibilité court terme que de flexibilité long terme. Et finalement, en fait, les pays sur la plaque Scandinavie, qui là, en fait, n'ont grâce à leurs bonnes ressources hydrologiques, en fait, n'ont pas tellement de problèmes d'intermittence, parce qu'ils peuvent y pallier grâce à leurs ressources hydrologiques, leurs grands barrages qui permettent aussi de faire du stockage saisonnier. Donc voilà, donc ici je vous ai montré un peu comment est-ce qu'on arrivait à un système 100% renouvelable, et quels étaient un peu les facteurs clés pour pouvoir pallier à l'intermittence des renouvelables. Ici c'est encore un peu un résumé. Mais voilà, on voit clairement que le renouvelable et le renouvelable intermittent est une grande partie en fait de la production totale, jusqu'à 80%. Que les flexibilités de court terme en fait aussi est très très importante dans un système pareil, et donc en fait 23% de la demande de manière annuelle va être fournie grâce aux batteries. Voilà. Et donc ces batteries en fait deviennent plus importantes que le réseau électrique de transmission. Donc il y a 9% en fait qui va transiter par rapport aux interconnexions, et 23% qui va être dans lequel on va pouvoir faire de la flexibilité grâce aux batteries. Et alors aussi, en fait, on a aussi toujours un surdimensionnement, parce que voilà, on a de l'intermittence, et il y a toujours un moment donné dans lequel voilà, on a une très bonne production éolienne couplée avec une très bonne production photovoltaïque, et on n'arrive pas à trouver suffisamment de demande là-dessus. Ou en tout cas, nous, dans notre étude qui avait un cadre purement électrique, ben voilà, c'était aussi optimal de ne pas nécessairement consommer l'énergie produite par les actifs renouvelables. Ok. Donc voilà, ça je dirais que c'est un peu sur les facteurs clés. Évidemment, la question derrière, c'est quel est le coût qui est derrière, parce qu'on parle quand même de pas mal d'actifs qui sont construits, du renouvelable thermique qui est présent, mais dans lequel le nombre d'heures de fonctionnement est plutôt aux alentours de 500-600 heures. Donc il faut quand même payer pour ces actifs. On a du surdimensionnement des assets renouvelables, on a besoin de batteries. Qu'en est-il en fait au coût pour pouvoir atteindre cet objectif des décarbonations? Alors, avec nos hypothèses en fait de coûts qui réduisent quand même de manière assez forte d'ici 2050, dans lequel on voit que le progrès technologique est à l'œuvre, et on continue à avoir les réductions de coûts telles qu'on les a observées lors de la dernière décennie. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'un tel système, en fait, on a vu qu'il était
possible de manière technique, mais aussi il a l'air d'être plutôt abordable au niveau manière économique. Et donc en fait ici je regarde en fait quel est le coût moyen du système par mégawattheure de demande. Et donc ici c'est le coût du système pour pouvoir atteindre un monde 100% renouvelable. Et en fait ici je le compare dans lequel on dirait regardons comment le système ou bien quel est le mix optimal de telle manière à pouvoir répondre à la demande énergétique, mais sans forcer un besoin de décarbonation complète. Donc je dirais que c'est ici ce qui est important. Et donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est que l'augmentation du coût moyen est de l'ordre de 15%. Par contre, ce qui est important aussi, c'est de se dire, voilà, en fait, si on n'a pas le renouvelable thermique, si on veut juste se focaliser sur des actifs renouvelables et sur la batterie pour pouvoir avoir des besoins de court terme, et bien là, en fait, les coûts du système explosent. On doit commencer à couper de la demande et en fait, on est aussi dans un cadre dans lequel on est vraiment, le système devient vraiment prohibitif au niveau de ses coûts. Donc, quand bien même la production des renouvelables thermiques avait l'air assez limitée en termes d'énergie totale sur l'année, on se rend compte par contre au niveau du coût du système, ils sont vraiment nécessaires de telle manière à pouvoir garder l'objectif de décarbonation à faible coût. Je vais passer ce slide-ci parce que je commence à être un peu limité au niveau du temps. Je pense que ce qui est important de se réaliser aussi, c'est qu'on va arriver dans des saisonnalités de prix qui sont complètement différents par rapport aux saisonnalités de prix qu'on observe pour l'instant au niveau du système électrique, avec un système électrique qui est évidemment plus cher et des prix qui sont plus chers en hiver comparé à l'été, dans lequel là on a la surproduction éolienne et couplée au photovoltaïque et dans lequel on a le plus de temps des prix qui parfois atteignent zéro ou en tout cas qui sont très faibles. J'aimerais bien aussi toucher un mot sur la transition et la manière d'arriver à ce système 100% électrique. Clairement, ce qu'on voit en fait sur un peu la trajectoire optimale pour pouvoir obtenir ce monde 100% électrique, on se rend compte que oui, on ferme les centrales à charbon, tel qu'annoncé par les différents gouvernements. Et donc en fait, au milieu de la transition, on a clairement un besoin accru de centrales au gaz pour pouvoir pallier à l'intermittence d'abord à faible coût, et puis après la production de ces centrales au gaz commence plus à diminuer en fait en fin d'horizon et remplacé progressivement par du biogaz pour arriver en fait à l'objectif ici en 2050 de décarbonation complète. Donc voilà, donc on voit clairement qu'on aura un besoin accru pendant la transition avec de centrales au gaz. Peut-être pour terminer donc l'étude ici que je vous présente, clairement, avec nos hypothèses en fait sur une réduction continue des coûts des technologies renouvelables et aussi des technologies de stockage, le monde du système électrique complètement renouvelable ne nous apparaît pas non seulement réalisable, mais aussi de manière technique, mais aussi ne représente pas un surcoût économique important par rapport au système classique. Voilà. Alors la manière de pouvoir arriver à ce système, en fait, on a besoin de plus de flexibilité, que ce soit de la flexibilité de court terme vis-à-vis des batteries, ou alors aussi de la flexibilité de long terme grâce aux thermiques renouvelables qui jouent en fait un rôle prépondérant dans la sécurité d'approvisionnement et aussi dans la manière d'atteindre cet objectif de décarbonation complète à faible coût. Et donc sur la transition, je n'ai pas eu le temps de vraiment élaborer très longtemps là-dessus, mais clairement, en fait, on voit que pour pouvoir arriver de manière graduelle à ce monde 100% renouvelable, il y a une place et un rôle important pour les turbines gaz-vapeur dans la transition, de telle manière en fait, à pouvoir compenser la sortie des actifs charbon et de telle manière en fait, aussi à arriver à une transition qui est la plus douce possible, sans de grands chocs sur le système électrique. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant et je suis prêt à prendre 2-3 questions. Merci. Merci Gauthier. Restez encore une minute. Oui. Ladies and gentlemen, we've made some time for a couple of questions. If you're in the hall and you want to ask a question, we'll have some microphones
in the hall. But there was already one question, Gauthier, that was on our Slido system. Yes. Ah, je vois qu'il y en a encore plus. Peut-être que vous pouvez brièvement répondre la première. Pouvez-vous élaborer sur la question du CCS? Comment parler d'un blocage de la population, désolé, étonnant que le CE annonce récemment le contraire. Donc en tout cas ici dans le cadre de l'étude, l'objectif c'était, étant donné, donc on a vu plusieurs projets pilotes qui se sont arrêtés au niveau du CCS, on s'est dit essayons de regarder vraiment juste le renouvelable sans nécessairement avoir le CCS qui rentre. Parce que clairement on sait que si le CCS est disponible et disponible à bas coût, alors on a une manière faciliter la décarbonation totale du système. Donc on a voulu un peu placer le curseur à l'extrême en disant supposons qu'on n'a pas le CCS. Maintenant sur est-ce que le CCS va faire partie du mix et tout ça, je pense qu'il y a une question de est-ce que les pouvoirs publics vont promouvoir le CCS ou pas, et il y a aussi encore une incertitude au niveau de son coût. Donc voilà, je ne sais pas. OK. Avez-vous envisagé des analyses de sensibilité? Une diminution du coût des PV en été, risque d'explosion de la demande. Donc sur les coûts des technologies, je dirais qu'on est vraiment déjà dans un scénario optimiste avec une réduction de 65% par rapport au CAPEX actuel. J'ai l'impression que oui, si on diminue encore le coût des technologies, de ces technologies-là, on arrivera encore à un système de la décarbonation qui est évidemment plus facile de manière économique. Il nous semblait non plus pas nécessairement nécessaire d'arriver vraiment dans un scénario complètement optimiste où si on fait par l'hypothèse dès le début que toutes les technologies sont gratuites, on sait bien qu'on arrive de manière facile à arriver à l'objectif. Donc je dirais qu'il y avait un peu une question en disant on veut se mettre dans un cadre optimiste, mais tout en restant un peu dans le cadre des benchmarks qu'on trouve par rapport aux autres études et ainsi de suite. Peut-être brièvement encore deux questions. Comment stocker le gaz nécessaire aux périodes sans vent ou sans soleil? Donc là, en fait, nous, dans le cadre de l'étude, comme je l'ai dit, on n'a pas vraiment vu les impacts sur les réseaux de transmission ni de distribution. Au niveau du gaz, on a fait l'hypothèse que le réseau actuel de gaz est disponible et clairement, quand on voit les besoins de gaz, le réseau actuel de gaz tel qu'il est dimensionné est très clairement suffisant aussi au niveau de la transition pour pouvoir pallier donc à ces pointes de vent, aussi pour pouvoir faire le stockage intersaisonnier. OK. Et dernière question à ce moment. Qui va construire une CCGT pour une période de transition de 15 ans? Ça, c'est peut-être difficile. Donc, qui va construire une CCGT? Je ne sais pas. Ce qu'on voit, c'est qu'on en a besoin et qu'on en a besoin au niveau du milieu de la transition. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un peu une incertitude sur la rémunération de ces CCGT. Elles sont là besoin pour la transition, mais on ne sait pas très bien quel est l'objectif final. Donc je dirais plutôt sur la problématique de qui va investir, aussi quels vont être les incitants pour investir et dans quelle mesure on peut peut-être avoir des contrats long terme ou alors des rémunérations de capacité qui permettent une compétition normale entre tous les acteurs, mais aussi une possibilité aussi d'inciter à l'investissement parce que les dernières années, quand on voit juste les prix de l'énergie, il est difficile d'investir dans un cadre aussi incertain. OK, merci. Vous restez encore un tout petit peu? Oui. Okay. Oui. If you have other questions during the coffee break, you can always talk to Gauthier and ask your question in person. Thank you very much.